Moi, je vais essayer de vous faire un petit peu le rappel ou la découverte de ce que c'est que l'œil, et puis qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui va être le sujet de la soirée que le docteur Asri va vous aborder. Je vais faire assez simple, même s'il y a pas mal de schémas, on va y revenir. Vous rappelez, l'œil, c'est une petite boule, en gros, qui fait 2 cm et demi de diamètre. C'est un système optique tout bête. On va dire, on a devant 2 lentilles. Donc la première lentille qui est votre cornée, qui ne bouge pas sa puissance. On a une autre lentille qui va bouger sa puissance, qui va nous permettre de faire la mise au point, qui est le cristallin. Et puis on a, comme tout appareil photo, un diaphragme, qui est notre iris. Tout ça va faire que si j'ai été bien construit par mes parents, eh bien tous les rayons de la lumière qui vont converger en un point et un seul, qui va être la rétine et qui sera la macula. La rétine, elle est là. C'est toute la partie rose que vous avez sur le schéma. Tout ça, c'est quelque chose de très très joli, à part que pour voir 10 dixièmes, je n'ai besoin que de ce petit point ici, qui fait 50 microns de diamètre. D'accord ? 50 microns de diamètre, qui est la fovéola, me permet de voir 10 dixièmes. Tout le reste, ça ne sert qu'à voir les contrastes et qu'à voir les mouvements. Et donc, là où on va être embêté, c'est lorsqu'on va avoir cette zone, qui est la macula, 500 microns, la fovéola, 50 microns, qui est le milieu de la macula, qui sera malade, et en particulier avec la DMLA. Alors, ce que je vous disais, c'est que les rayons de la lumière, ils arrivent sans effort de mise au point, en un point et un seul, qu'est cette rétine et qu'est cette macula, et c'est grâce à ça qu'on va avoir une acuité visuelle correcte ou pas correcte. Alors, la rétine, c'est quand même un rôle important, puisque ça va transformer un signal lumineux, c'est-à-dire des photons, en signal électrique, c'est-à-dire un électron qui va venir stimuler notre cerveau. Et tout ça, ça va passer par différents systèmes. On a plusieurs couches. Des couches qui vont être des couches protectrices, qu'on appelle l'épithélium pigmentaire. C'est lui qui va vous permettre de recycler les pigments qu'on a dans les cellules, qui nous permettent de transformer cette lumière en électricité. Et vous avez l'exemple type du recyclage, c'est je regarde la lumière, vous savez qu'après je vais garder un halo dans lequel je ne verrai pas, c'est ce qu'on appelle une post-image. En fait, c'est la zone de rétine qui n'est plus capable d'être stimulée. Et mon petit épithélium pigmentaire, derrière, va faire le travail et va aller petit à petit me recycler tous les éléments à l'intérieur de mes cellules, et je vais de nouveau pouvoir être opérationnel. Et donc on va avoir, effectivement, quand on a des maladies de l'épithélium pigmentaire, on aura des troubles de l'éblouissement. Et en particulier dans la DMLA, on peut l'avoir. Et puis la rétine, c'est pas qu'une couche. La rétine, c'est 10 couches. Ces 10 couches, elles nous permettent de faire transformer la lumière et arriver jusqu'au cerveau. Là où on va s'intéresser, c'est pas au niveau des couches superficielles de la rétine, c'est dans les couches profondes. Et plus exactement, le propos de la soirée, ça va se situer à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau de la jonction de la choroïde. La choroïde, c'est un gros peloton vasculaire, c'est le chauffage de l'œil, c'est ce qui nourrit et oxygène nos cellules neurosensorielles. On va avoir ici l'épithélium pigmentaire et on va avoir ici les acteurs de la vision, que sont les cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. La macula, c'est où ? Donc là, vous voyez, si je vous mets un fond d'œil, puisqu'on va vous en montrer quelques-uns, là c'est votre nerf optique, c'est par là que sort l'information. De ce nerf optique arrive une artère et arrive une veine qui se divise en 4. Et si je vais à peu près à 2 diamètres papillaires vers l'intérieur, je trouve ma macula. La macula qui, elle, est dépourvue de vaisseaux. Les vaisseaux, ils sont en périphérie. Donc vous voyez ce que ça donne si je fais une image. Quand on regarde votre fond d'œil, on va regarder le nerf optique et puis on va regarder cette zone ici, orangée, un peu plus marquée, qui est la macula. Comment cette lumière est transformée en électricité? Alors pour certains, ça peut être loin les cours de sciences naturelles, hein, où on parlait des cônes et des bâtonnets. Alors qu'est-ce que c'est que des cônes? Qu'est-ce que sont les bâtonnets? Les cônes, c'est des cellules qui ont des formes de cônes, et les bâtonnets, c'est des cellules en forme de bâtonnets. On a mis beaucoup de temps à trouver les noms. Et donc, en fait, ces cônes, pour vous donner une petite idée, on a en gros 130 millions de pixels au niveau de la rétine. Donc les appareils photo là, à 30 millions de pixels, actuellement, où tout le monde s'extase devant les belles photos, c'est de la rigolade, c'est 130 millions de pixels. On a une puce à 130 millions de pixels. Il faut faire attention parce que la puce, elle est séparée en gros avec 120 millions de pixels
par les bâtonnets, qui servent à voir les contrastes et qui servent à voir les mouvements, et 6,5 millions de pixels, qui sont les cônes, et qui servent à voir les couleurs et la vision de précision, et la vision quand il y a de la lumière. Alors la répartition de ces cellules, elle n'est pas totalement aléatoire. Elle va être, quand je suis au niveau de la fovéola, vous vous rappelez, le petit 50 microns au milieu, ça va être que des cônes, et plus je m'éloignerai de ce centre, plus j'aurai des bâtonnets qui vont apparaître, et à la fin, j'aurai plus de bâtonnets. Donc quand je suis en plein jour, je vois avec ma macula. Quand je suis dans la pénombre, je vois avec mes bâtonnets. D'accord? Donc quand je suis en plein jour, ce sont les cônes qui travaillent. Quand je suis dans la pénombre, ce sont les bâtonnets. Alors ça, c'est important de le savoir, parce que les cônes, on a vu que c'était la vision discriminante, les dixièmes. On a vu aussi que on voit aussi que ce sont la vision des couleurs. C'est grâce à ça que je vois le rouge, que je vois le vert, que je vois le bleu. Plus exactement, grâce à la jonction de ces trois types de cellules, que je vais pouvoir voir les couleurs. Et la nuit, mais tous les chats sont gris. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais déplacer mes longueurs d'onde un petit peu d'un cran. Mes cônes n'auront plus suffisamment de lumière. Et ce qui sera perçu sera par mes bâtonnets. Il n'y a qu'une couleur qui continue à être perçue normale quand il fait sombre. C'est, pour la culture, vous savez ou pas? C'est le rouge. C'est pour ça que tous les signaux de danger sont en rouge. Parce que même quand il ne fait pas forcément très clair, on va continuer à voir le rouge. Donc vous comprendrez bien, dès que je vais laisser la parole au Dr Astry, que dès que je vais avoir une pathologie de ma macula, je serai très malheureux pendant une ambiance lumineuse, puisque j'aurai une altération de ces cellules. En revanche, dès qu'il va commencer à faire de la pénombre, je serai aussi à l'aise que vous et moi qui n'avons pas de problème maculaire. Donc là, déjà, pour l'entourage, c'est quelquefois difficile à comprendre, parce qu'ils disent arrête de me prendre pour un imbécile, tu vois pas ce qu'il y a marqué, mais dès qu'il fait sombre, tu vois mieux que moi. Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes régions de la rétine qui fonctionnent, et donc je serai moins gêné. D'accord? C'est à peu près clair, ce rappel anatomique, fonctionnel? On peut passer aux choses sérieuses? Alors on va appeler le docteur Astry. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour cette soirée DMLA. Ça va être encore plus dur de passer après ces deux excellents orateurs pour parler du cœur du sujet, donc la DMLA en 2014, puisqu'il y a quelques petites nouveautés sans grand enthousiasme, mais je pensais que c'était quand même assez intéressant d'en parler. Donc, la dégénérescence maculaire, DMLA. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégénérescence, ça veut dire vieillissement. Ça veut dire altération de la structure qui se fait avec le temps. Et la macula, c'est donc la région centrale de la rétine dont vient vous parler le professeur Mortemousque, liée à l'âge, parce que c'est le principal facteur de risque de la DMLA. Donc, dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle débute après 50 ans. Le diagnostic peut être fait 10 à 15 ans plus tard, ce qui rend la maladie encore plus vicieuse. C'est sûr qu'on peut s'en rendre compte après 50 ans, comme ça peut passer vraiment inaperçu et s'installer de façon assez vicieuse, et puis un jour on ne voit plus rien et c'est la catastrophe et on n'a pas vu les choses venir et il faut s'adapter du jour au lendemain à 70 ans ou à 75 ans à une malvoyance, ce qui n'est pas, on n'a pas été préparé pour, et c'est d'autant plus dur pour la personne d'accepter la maladie que si la personne savait qu'il y avait des risques d'avoir la dégénérescence maculaire, et donc prendre quelques précautions. Elle se manifeste par une dégradation, dans la majorité des cas, progressive de la vision centrale. Donc quand vous regardez l'image, ce que vous regardez, ce qui est net, c'est la région maculaire. Mais quand on regarde, on reste fixé au centre et qu'on bouge la main sur les côtés, ça, c'est pas la macula qui regarde, c'est la rétine périphérique.
Donc c'est une dégradation du centre de la vision sans toucher le champ visuel, qui est très important pour se déplacer, pour voir les voitures passer dans la rue si on traverse, et pour la vision nocturne dont vient vous parler M. Morteau. C'est une maladie qui est chronique, qui est évolutive, donc c'est une forme qui peut être atrophique et passer à une forme exsudative. Elle peut être exsudative puis passer à une forme atrophique. Elle peut être mixte. Elle peut s'arrêter au stage de maculopathie liée à l'âge. Mais c'est une maladie qui, une fois que la personne en est atteinte, il faut vraiment, et c'est très important pour la suite, qu'elle intègre cette notion de maladie chronique et évolutive. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est le plus dur pour les patients de se faire, de revenir aux consultations à chaque fois. Et c'est très dur, c'est moralement dur, mais c'est quand on est préparé, je pense que ça se passe mieux. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur le rappel anatomique. C'est en France et dans les pays industrialisés la principale cause de malvoyance. Dans les pays en voie de développement, c'est plutôt la cataracte. Ici, on a dépassé le stade de cataracte, puisqu'on en fait de plus en plus, on opère de plus en plus précocement la cataracte, non pas par intérêt des ophtalmologistes, mais parce que les patients sont de plus en plus exigeants visuellement. Avant, les patients à 65-70 ans, les 3 générations en arrière, ils n'avaient pas les mêmes exigences visuelles, la lecture, la couture, les mots croisés, et puis profiter de la vie, voilà, donc il y a les exigences visuelles qui ont changé. Donc maintenant, on opère de plus en plus précocement la cataracte, et d'autres maladies, on se rend compte de plus en plus facilement des maladies qu'il y a derrière en fait, cette cataracte. En France, 1 million ou un peu plus de personnes sont atteintes par une forme sévère de la maladie. Une personne sur 4 après 75 ans et une personne sur 2 après 80 ans. Donc c'est la moitié de la population qui est concernée par la dégénérescence maculaire, toute forme incluse. Donc la prévalence augmente avec l'âge. Elle est de 10% après 65 ans, ce qui est quand même assez fréquent, et 30% après 80 ans. Un peu plus que 30%. Ça, c'est une étude qui n'est pas française. Donc c'est un enjeu de santé publique, puisque la durée de vie augmente dans les pays occidentaux, et donc on va dépister 3 fois plus de maladies qu'actuellement dans les 25 prochaines années. Donc il faut en prendre compte de façon assez précoce. Quels sont les facteurs de risque de la dégénérescence maculaire ? C'est une maladie qui, comme toutes les maladies, elles sont multifactorielles. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui fait le déclic de développer une dégénérescence maculaire, mais il y a plein de petites choses qui font développer la maladie. Tout d'abord, c'est l'âge. Ça, on ne peut rien y faire. Puis, c'est le tabac. Ça, c'est le deuxième facteur de risque qui est prouvé dans la maladie. Il y a d'autres facteurs de risque qui ne sont moins prouvés. Les facteurs génétiques. Il n'y a pas eu d'études vraiment qui ont montré qu'il y ait une corrélation vraiment génétique entre la DMLA et entre la génétique et la DMLA, mais les patients qui ont un parent qui a déjà fait une dégénérescence maculaire auraient a priori plus de risques de développer une DMLA. Il y a aussi la lumière, le soleil, l'exposition au soleil, les iris clairs, les peaux claires en général, et puis même les facteurs cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie. Donc, ce qu'il faut retenir en facteur de risque, vraiment, c'est l'âge et le tabac. Alors, quels sont les symptômes de la dégénérescence maculaire ? Tout d'abord, ça commence très très tôt par une diminution de la sensibilité au contraste. La vision fine, on voit les choses de moins en moins finement. C'est-à-dire la différence entre le noir et le blanc, distinguer très finement deux couleurs. On commence par voir un peu les choses, un peu pas floutées, mais de façon moins précise. Le contraste, c'est quand on arrive à faire la différence
si on a une lettre noire sur un fond blanc, on voit très bien les bords de la lettre par rapport au fond blanc. La diminution de la sensibilité au contraste est quand on voit moyennement les bords de la lettre par rapport au fond. Donc c'est très 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 subtil et c'est un des premiers signes de la maladie, mais qui peut aussi correspondre avec l'âge à l'installation de la cataracte. Donc c'est pour ça que vous allez voir, c'est pas un symptôme qui est spécifique de la maladie, mais ça incite quand même à faire une consultation d'ophtalmologie sans urgence pour faire la part des choses, voir ce qui ne va pas. Est-ce que là c'est la cataracte qui commence à s'installer, le cristallin qui est moins transparent, qui commence à jaunir avec le temps et donc qui change les contrastes et même la perception des couleurs, ou alors c'est la macula derrière. Il n'y a vraiment qu'un ophtalmologiste qui peut faire la différence. Le deuxième symptôme, très important, c'est la baisse de l'acuité visuelle et donc les difficultés à percevoir les détails, surtout en vision de près, parce que la macula est responsable de la vision de près, essentiellement. Donc vous allez voir des patients qui sont atteints de dégénérescence maculaire, même des formes sévères, qui gardent une vision de loin qui est efficace. Ils sont à 6 ou à 7 dixièmes, ce qui leur permet même de conduire ou de regarder un film ou vraiment de continuer à vivre. Par contre, ils sont très gênés à la lecture et ça peut en perturber beaucoup. Donc la baisse d'acuité visuelle survient de façon progressive. On passe des petits caractères aux gros caractères, puis on n'arrive plus à lire les gros caractères. Ça, c'est un signe qui doit vraiment inciter à consulter en urgence. Il ne faut pas laisser évoluer la baisse de vision de près. Si on se rend compte qu'on voit de moins en moins autant sur la vision de loin que la vision de près, c'est moins évocateur de dégénérescence maculaire que si la personne voit bien de loin et ne voit pas très bien de près. Ça veut dire que la macula est malade. Et si cette baisse de vision survient de façon très rapide, du jour au lendemain ou sur vraiment quelques jours, là, il faut venir en urgence. Il faut vraiment consulter votre ophtalmologiste en urgence. Vous insistez auprès de la secrétaire en disant que c'est un critère d'urgence, que vous avez une baisse de vision brutale, aiguë de près, ou consulter en urgence au CHU pour dépister. Le troisième symptôme, donc, c'est la déformation des lignes droites. En général, les patients commencent à avoir les poteaux un peu déformés. Voilà. Donc ça, c'est un signe qui est très, très caractéristique de la DMLA. Quatrième symptôme, c'est la tache sombre centrale, ce qu'on appelle, nous, un scotome. Comme vous voyez sur l'image de gauche, ça peut correspondre juste à un petit flou visuel au centre de l'image ou carrément une tache noire au centre de l'image. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc, la diminution de la sensibilité au contraste, il faut consulter. C'est un signe qui doit inquiéter, mais sans urgence. Les trois autres signes, la baisse de vision de près essentiellement, la déformation des lignes et l'apparition d'une tache centrale, doit vous inciter à consulter en urgence. Soit vous avez un ophtalmologiste, c'est dans la majorité des cas, vous appelez le secrétariat, vous demandez, vous insistez à avoir une consultation en urgence, que vous avez des signes de maladie maculaire aiguë, soit, si vous n'avez pas d'ophtalmologiste, vous consultez dans un centre d'ophtalmologie qui permet de vous recevoir en urgence, le jour même, ou le lendemain, grand maximum. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, mis à part la consultation d'ophtalmologie ? Vous pouvez aussi faire le test de la grille d'Amsler. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet. Ou alors, vous prenez votre grille de mots croisés et vous voyez si vous voyez les lignes au centre déformées ou si vous avez en même temps des déformations et une tache centrale. Donc ça, c'est un signe, ça c'est un test qui est très très important pour dépister les maladies maculaires. Donc le dépistage précoce est essentiel. En France, 30% en moyenne sous-estiment l'importance des contrôles allant au-delà de la mesure d'acuité visuelle pour déceler les signes de la maladie oculaire. Il y a eu un grand débat sur les opticiens qui veulent
se mettre à faire des lunettes. Et c'est sûr que les délais d'ophtalmologie sont assez longs en général pour les rendez-vous. Mais honnêtement, je pense que changer de lunettes sans qu'il y ait un médecin qui puisse dépister les maladies rétiniennes ou d'autres maladies comme le glaucome, qui est aussi grave et qui touche des gens de plus jeunes que la population atteinte de DMLA, je pense que ça serait vraiment une erreur de déléguer ça à des opticiens qui feront que changer de lunettes et pas voir s'il y a d'autres signes derrière. Donc, seul un ophtalmologiste permet de poser le diagnostic de DMLA. La consultation d'ophtalmologie consiste en la mesure de l'acuité visuelle de loin et de près par une échelle de Pareto, par le fond d'œil. Donc, vous voyez au centre la macula qui est un petit peu plus pigmentée, un petit peu plus colorée que le reste de la rétine. Et vous voyez qu'il y a la papille, c'est la tête du nerf optique avec les vaisseaux qui partent de la papille pour irriguer toute la rétine. Au niveau du fond d'œil, donc, on peut dépister s'il y a une atteinte maculaire ou pas. Donc, dans la DMLA, avant qu'il y ait la DMLA, il y a d'abord la maculopathie liée à l'âge. Quand on voit les patients de façon précoce, on arrive à voir qu'il y a des signes, non pas de la maladie, mais du stade qui est précurseur de la maladie, qu'on appelle la MLA, donc la maculopathie liée à l'âge. Il y a des petits, au niveau de la macula, des altérations de type drusen, donc des petits pelotons jaunes qui correspondent au matériel de dégradation des cônes et des bâtonnets, mais essentiellement des cônes au niveau de la macula, qu'on peut voir soit au fond d'œil, soit par l'examen OCT. Donc c'est un examen dont on se sert énormément dans les maladies rétiniennes, c'est comme ça fait des coupes sur la rétine avec une lumière, et donc ça donne des images en haute résolution, et ça permet de voir si vraiment l'ultrastructure de la rétine et de dépister la moindre anomalie, que ce soit des hémorragies ou du fluide, de l'œdème dans la rétine ou sous la rétine. Donc là, c'est une forme de MLA qui est quand même très, très avancée. Nous, ce qu'on conseille aux patients, quand on voit ce genre d'altération, on lui dit à ce moment-là qu'il y a un risque de développer une dégénérescence maculaire. Plus tard, vous allez voir qu'on a des grilles pour la mesure du risque. On peut aussi voir des migrations pigmentaires, et ça, c'est un signe de la souffrance en fait, des cônes. Donc, quand on fait le fond d'œil, en fonction des anomalies qu'on trouve, soit les drusen, les petits points jaunes, ou les migrations pigmentaires, les petits points noirs, on cote donc 0,1, oui, non, de façon binaire, et en fait, on calcule le risque cumulé. Et vous voyez que le risque à 5 ans est de 50% quand les deux yeux présentent à la fois des drusen et des migrations pigmentaires. Donc, les patients sont quand même mieux préparés à affronter la maladie, peuvent prendre certaines dispositions et puis surtout faire une certaine prévention. Donc les formes cliniques de la maladie, après la MLA, il y a la DMLA atrophique. Je commence par cette forme puisque c'est la plus fréquente, c'est la forme sèche. L'atrophie, en fait, c'est tout ce qui est tissu qui n'est pas fonctionnel ou tissu mort, entre guillemets. Vous voyez qu'au centre, là où il y a la macula, tout autour, c'est tout à fait... on voit la choroïde, la structure qui est derrière, puisqu'il n'y a quasiment plus de rétine. Sur l'image au-dessus, on voit l'OCT normal, d'une macula normale, avec une épaisseur normale. Et puis l'OCT du dessous, on voit qu'il n'y a plus du tout de rétine au centre. Donc c'est une dégénérescence maculaire atrophique, puisque qui est, on peut pas guérir, on peut pas remplacer pour l'instant le tissu rétinien central. La deuxième forme de DMLA, c'est la forme exsudative, et c'est celle qu'on peut traiter. La forme exsudative se développe suite à l'apparition d'un néovaisseau, donc la rétine qui commence à souffrir, appelle à la sécrétion de ce qu'on appelle les facteurs de croissance, ou le VEGF.
Et donc ce VEGF, qui est sécrété de façon normale par les tissus du corps, il donne des appels néovasculaires, et donc il y a des petits néovaisseaux qui poussent de la choroïde pour la rétine, qui sont de bonne intention et qui veulent aider la rétine en amenant du sang, en amenant de l'oxygène. Mais en fait, ils sont tellement fragiles qu'ils sont plus nocifs qu'autre chose. Ils ont une paroi qui est très poreuse, beaucoup plus poreuse que les vaisseaux normaux, et donc laisse passer l'eau et laisse passer le sang, et ça provoque de l'œdème et de l'hémorragie au niveau de la macula, et en fait, ça détruit finalement, ça gêne énormément la vision par ces hémorragies et cet œdème. Et donc ça, c'est la forme exsudative. Là, on a un fond d'œil d'une DMLA sur une forme exsudative. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de drusène. On n'en a pas beaucoup, mais il y a quand même un néovaisseau. C'est vraiment une maladie qui est vicieuse. On ne peut pas prédire. On a des scores, mais on ne sait pas vraiment comment cette maladie peut évoluer par la suite. Au fond d'œil, on voit qu'il y a un petit flou, mais c'est qu'en faisant l'OCT qu'on voit qu'il y a vraiment du fluide sous la rétine, et donc que c'est une forme exsudative et qu'il faut commencer de façon urgente le traitement. Ça peut aussi être très dramatique, comme l'apparition d'une hémorragie, et en fait les hémorragies sont de mauvais pronostics dans la dégénérescence maculaire. Ça peut vraiment assombrir le pronostic visuel par la suite. Voilà une coupe OCT d'un décollement de l'épithélium pigmentaire qui correspond en fait au néovaisseau et à sa cicatrisation. Là, en l'occurrence, c'est le néovaisseau qui est en train qui s'accompagne de fluide et sous la rétine. C'est une image qui est assez impressionnante. Un autre examen dont on se sert en consultation d'ophtalmologie et qui nous aide beaucoup pour le diagnostic, c'est l'angiographie. Soit à la fluorescéine sur l'image de gauche ou au verre d'indocyanine sur l'image de droite. Actuellement, on ne s'en sert pas beaucoup, on ne s'en sert plus comme avant, puisque l'OCT est de plus en plus de haute résolution et il permet de retrouver des petites lésions de plus en plus fines. On s'en sert de moins en moins, mais il faut documenter quand même la maladie une fois. Moi, j'en fais systématiquement au tout début. Quand on vient de faire le diagnostic, je fais une angiographie pour voir un peu la taille du néovaisseau, comment il se comporte, puisque un jour, peut-être 3 ou 4 ans plus tard, en cas de doute, on aura besoin de refaire une angiographie pour voir si c'est la DMLA qui revient ou si c'est autre chose, et on aura besoin d'un examen comparatif. Donc la grande question, c'est la prévention. Est-ce qu'il y a un traitement préventif de la maculopathie liée à l'âge? Est-ce qu'on peut prévenir avant l'apparition même de la maculopathie liée à l'âge? Et est-ce qu'il y a un traitement curatif de la DMLA atrophique? Parce que finalement, la grande majorité des patients rentrent dans ces deux cases-là. Il n'y en a aucun, malheureusement. Il n'y a rien d'efficace pour l'instant. Il y a des traitements qui préviennent l'aggravation de la MLA et de la dégénérescence maculaire. Et il y a des traitements efficaces sur la destruction des petits néovaisseaux qu'on retrouve dans la DMLA humide. Donc, la prévention vers l'aggravation de la MLA vers la DMLA se passe par les micronutriments et donc, en gros, par l'alimentation. Il y a une grosse étude, l'étude AREDS, qui a dichotomisé, elle a vraiment rentré dans les détails pour voir qu'est-ce qui aide la DMLA et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et il y a quelques éléments qui en ressortent quand même, c'est les acides gras oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons gras, le saumon, le maquereau, le thon, les noix, le germe de blé, le soja. Les antioxydants, mais ça c'est comme pour toutes les maladies, tout ce qui est antioxydant est bon pour le corps et c'est bon pour les yeux aussi. C'est tout ce qui est vitamines, légumes, fruits. Les pigments caroténoïdes, les pigments en fait ne sont pas synthétisés par l'organisme et leur apport est donc exclusivement alimentaire. On les retrouve dans les légumes qui sont colorés comme le poivron jaune, le poivron vert, les brocolis, les épinards, le chou frisé et le jaune d'œuf. Et donc, l'exercice physique est également ressort
dans la prévention, puisqu'il y a, le surpoids est quand même lié de façon non prouvée aux facteurs de risque de la DMLA. Et il faut bien sûr, dès que la personne sait qu'elle est porteuse d'une forme débutante de maladie liée à l'âge, de maculopathie liée à l'âge, il faut arrêter de fumer. Donc les traitements de la DMLA, il n'y a pas de traitement curatif pour l'instant. Il y a certaines études qui sont en cours de développement. Et il y en a tellement que forcément, ça devrait... en tout cas, on a espoir que ça puisse aboutir à certaines dispositions qui peuvent aider les patients, comme les lunettes à réalité augmentée. C'est comme les lunettes Google+, qui sont en train d'être développées par le Centre national d'ophtalmologie au 15-20 à Paris. Donc, c'est mené par le professeur José Sahel. Il travaille dessus depuis déjà plusieurs années. Et en fait, il augmente un petit peu la résolution. Pour l'instant, c'est vraiment au stade très, très grossier. Et puisque la personne qui est atteinte de maladie de DMLA garde quand même une certaine vision périphérique, pour l'instant, elles ne sont pas adaptées au traitement de la DMLA. Il y a aussi des prothèses rétiniennes électroniques qui sont en cours de développement, une rétine artificielle et puis la greffe de cellules souches pour remplacer les cellules rétiniennes qui sont mortes dans la DMLA atrophique. Le seul traitement qui est actuellement validé dans la DMLA sèche, c'est la supplémentation alimentaire ou les compléments alimentaires. Il y a plusieurs marques. Il y a 2 ou 3 produits qui correspondent aux doses de l'étude ARETS, qui est quand même la référence dans l'alimentation dans la DMLA. En général, votre ophtalmologiste vous prescrira celle qui s'adapte aux études ARETS. Sinon, ça ne sert à rien de prendre une supplémentation juste pour prendre des compléments alimentaires qui n'ont pas été prouvés scientifiquement. Il faut vraiment la posologie qu'il faut avec les produits qu'il faut pour avoir un espoir qu'il y ait vraiment une prévention. Et puis, dans la DMLA sèche, c'est... quelque chose qui est très important, c'est la rééducation basse vision. Alors ça dépend, on peut avoir une DMLA atrophique qui ne touche pas le centre de la rétine, qui touche juste la périphérie ou la macula, mais juste autour de la fovéola. Les patients gardent quand même une vision centrale. Ils voient au centre, c'est juste qu'autour du centre, il y a une tache. Et en fait, d'autres patients perdent complètement la vision centrale. Et ces patients-là sont vraiment perturbés. Ce qu'on leur conseille, c'est la rééducation basse vision. Ça se fait chez une orthoptiste de ville. En général, toutes les orthoptistes de ville ne font pas de la rééducation basse vision. Il faut regarder sur les pages jaunes, voir et taper orthoptiste rééducation basse vision pour voir celles qui en font. C'est en général des séances de rééducation de 12 séances. Et puis, l'orthoptiste, en fait, montre aux patients des façons de regarder. Au lieu de regarder au centre, il faut soit tourner un petit peu le visage pour se servir de la rétine qui marche encore, ou alors les techniques de balayage, tourner un petit peu la tête, au lieu de regarder au centre, balayer pour lire un texte. Et ça aide énormément les patients. Mais il faut il faut que le patient participe aussi, sinon ça ne donne pas de bons résultats. Donc là, les traitements de la DMLA humide, c'est les fameuses injections intraoculaires ou intravitréennes d'anti-VEGF. Donc en fait, elles ont pour but d'inhiber le VEGF qui appelle la création et la prolifération des petits néovaisseaux sous la rétine. Donc en inhibant ce facteur-là, les néovaisseaux, ils régressent, ils cicatrisent, et puis d'autres néovaisseaux n'apparaissent pas. En général, il n'y a qu'un seul. On a plusieurs produits pour l'instant qui ont l'AMM, c'est le Lucentis et la LEA, qui sont très célèbres. Et puis il y a l'Avastin qui coûte beaucoup moins cher. Il y a eu une polémique il y a quelques mois entre l'Avastin et puis le Lucentis et la LEA qui coûte 830 €, et puis l'Avastin qui coûte beaucoup moins cher. Il y a eu plusieurs études qui ont montré en fait l'efficacité de l'Avastin par rapport au Lucentis. Les deux produits sont à efficacité égale, c'est non inférieur dans le traitement de la DMLA humide.
les effets secondaires. Et une étude en fait a montré que les effets secondaires de type hospitalisation pour maladies cardiovasculaires étaient plus importants dans le groupe Avastin que dans le groupe Lucentis. Et c'était une grosse étude de phase 3 qui a un poids scientifique. Et cette petite différence, c'était vraiment une petite différence, cette petite différence entre les deux groupes dans les effets secondaires cardiovasculaires qui ont conduit à une hospitalisation a suffi pour que le Lucentis et l'AMM, il a eu l'AMM également puisqu'il a montré son efficacité, mais que l'Avastin, pour l'instant, n'a pas d'AMM et n'est pas autorisé officiellement à être utilisé dans la DMLA. Et donc, si l'ophtalmologiste l'utilise, il prend des risques pour l'utiliser alors qu'il y a un autre produit qui est l'AMM. Donc, pour l'instant, les ophtalmologistes ne l'utilisent pas. Il y a actuellement des pourparlers et des négociations et une remise en question, vu le contexte actuel, pour autoriser l'utilisation de l'Avastin en autorisation temporaire, en fait, en ATU. Il faut faire des demandes, en fait, que le médecin fasse des demandes et justifie les demandes à chaque fois, et que ça soit à chaque fois justifié pour pouvoir utiliser l'Avastin. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, mais ça pourrait venir bientôt. Donc voilà, le traitement, c'est les injections intravitréennes. Comment ça se passe ? Ça se passe en externe, même pas en ambulatoire. Donc le patient se présente comme en consultation, sauf que normalement, il a une douche bétadinée. Il a fait une douche bétadinée le matin, même les cheveux. Il vient avec son produit qu'il a acheté à la pharmacie quelques jours au préalable. Il y a certaines pharmacies qui en disposent, mais dans la majorité n'en disposent pas. Il faut prévoir quelques jours pour qu'il puisse le commander. Donc le patient se présente pour l'injection. Ça se fait sous anesthésie locale. Ça se fait tout le temps, toujours par un ophtalmologiste. Il n'y a que les ophtalmologistes qui sont habilités, autorisés à faire les IVT, les injections intravitréennes. Donc le patient est allongé, on anesthésie l'œil, on pose un tout petit champ stérile sur le visage, on désinfecte bien les paupières et l'œil, on pose un petit écarteur à paupières, on prend la marque par rapport au niveau de la rétine, la marque où on va piquer, et puis on pique pour injecter 0,05 millilitres du produit, donc c'est une toute petite quantité, avec une dose qui est efficace pour traiter le néovaisseau. Par la suite, donc le patient peut voir le produit passer. Souvent ils disent il y a comme des volutes, ça c'est que le produit est passé, mais on peut ne pas voir de volute qui est une injection quand même. Voilà, les effets, les complications sont essentiellement la plus fréquente, c'est la petite hémorragie sous la conjonctive. Et ça, c'est vraiment pas grave. C'est comme les petits hématomes, ça part en 3 semaines. Mais il y a une complication qui est plus grave dans les injections intravitréennes, c'est l'infection. On prend toutes les précautions pour qu'il n'y en ait pas, avec vraiment la désinfection très soigneuse des paupières et de l'œil à la bétadine. Mais c'est un risque qu'il faut connaître. Voilà, donc traitement coûteux, tout le monde en parle, ça va se décanter dans les mois ou dans les années, dans les quelques années qui viennent. Je pense qu'il y aura une petite remise en question du coût du traitement. Mais en tout cas, ça ne changera absolument rien à l'efficacité du produit qui sera utilisé. Donc voilà, quelques cas cliniques peut-être. Juste pour bien résumer tout ça, Monsieur Dupont, 58 ans, il consulte pour changer les lunettes. Donc il voit très bien de loin et de près, il voit 10 dixièmes. Au fond d'œil, l'ophtalmologiste voit qu'il y a des petits signes de maculopathie liés à l'âge. Quels conseils on va lui donner ? On va lui dire qu'il a des signes de maculopathie liée à l'âge, donc que la macula a vieilli très rapidement chez lui, qu'il faut qu'il en prenne soin, qu'il faut qu'il s'alimente de façon très équilibrée en mangeant beaucoup de poissons, fruits et légumes, qu'il faut éviter le tabac, qu'il faut
toujours se protéger du soleil, que ce soit avec une casquette ou un chapeau, ou au mieux des lunettes de soleil qui filtrent les UV. Qu'il faut qu'il fasse une activité physique régulière. Donc c'est à peu près les mêmes conseils qu'on donne aux gens c'est vraiment juste des conseils d'hygiène et de bonne nutrition. Donc il faut qu'il fasse des contrôles dans l'ophtalmologie de façon régulière, au moins une fois par an, et puis qu'il fasse le test d'Amsler chez lui, qu'on va lui donner ou qu'il va télécharger, ou il faut qu'il se teste en fermant un œil puis un autre à chaque fois pour voir si il y a tous les symptômes dont on a parlé tout à l'heure, et qu'il consulte en urgence aux moindres symptômes. Donc, deuxième cas, Madame Durand, 75 ans, elle est gênée surtout à la lecture. On fait l'acuité visuelle, on se rend compte qu'elle voit bien de loin, mais pas très bien de près. Au fond d'œil, on voit à l'OCT, on voit qu'il y a une déméla atrophique. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Donc, on va surtout lui dire que la vision peut rester stable pendant quelques années, mais que ça peut s'aggraver. Que il faut qu'elle qu'elle prenne des mesures d'ergonomie chez elle, qu'elle fasse de la rééducation. Pas de la rééducation, mais parce que la vision pour l'instant est bonne, mais que la vision peut être amenée à se dégrader si elle vit seule. Les patients au moins ont le temps de prévoir de ne plus vivre seuls. S'ils vivent de façon isolée, si les patients sont en campagne, qu'ils ont besoin de conduire pour aller faire les courses et faire leur quotidien, on leur conseille de se rapprocher plus du centre-ville, d'être moins dépendant des transports en commun, des transports particuliers, et d'avoir des transports en commun accessibles, puisqu'un jour ça leur servira peut-être. Voilà les conseils qu'on leur donne à ce stade. Donc, troisième cas, dégénérescence maculaire liée à l'âge, forme humide. Qu'est-ce qu'on va lui conseiller? On va démarrer les traitements de façon très rapide, puisqu'il y a donc une forme sévère. Les traitements, ils sont efficaces dans la majorité des cas. Dans plus de 90% des cas, les protocoles de traitement qu'on utilise permettent une amélioration de la vision. Non pas la stabilisation, mais on l'améliore par rapport à la vision initiale. On va lui dire que le traitement est chronique. Il faut vraiment que le patient soit préparé à revenir, soit pour des injections, soit pour des consultations de façon rapprochée. Et puis, on va lui parler des différents protocoles de traitement qu'on a. Donc, il y a des patients qu'on va injecter de façon très systématique. Les formes graves, par exemple, on sait que le patient aura une injection par mois pendant la première année, ou une injection tous les 2 mois pendant la première année. Donc, en fait, on choisit le protocole thérapeutique avec les patients. D'autres patients qui présentent des formes un peu moins graves, on va les surveiller en consultation et injecter s'il y a uniquement un signe de récidive. Et puis on respecte un peu l'œil et on essaye de ne pas trop traiter de façon trop fréquente un œil qui va bien. On attend qu'il y ait des signes de récidive pour traiter. Voilà. Donc c'est un protocole qu'on adapte en fonction de la forme clinique en général. Je vous remercie.